Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, la mortalité routière devient routinière au Sénégal. 5 personnes sont décédées suite à un dérapage d'un bus sur la route de Thiadiaye. Un bilan que nous surveillons de près puisque l'accident a fait plusieurs blessés graves. Nous ferons le point avec notre correspondant à Mbour. Dakar et une bonne partie du territoire sous les eaux. Des intempéries qui ont beaucoup ralenti l'activité dans la capitale. À Sédhiou, il pleut depuis plus d'une semaine, une cinquantaine de maisons complètement inondées. Et puis le président de la République impose une cure d'amaigrissement à l'administration. Les lignes mobiles à la charge de l'État n'émettent plus d'appels depuis hier. Une mesure qui vise la réduction des dépenses publiques. D'autres vont suivre dans 2 semaines. Réduire le train de vie de l'État en supprimant les acquis de l'administration. Et si c'était un trompe-l'œil? Décryptage à suivre dans un instant. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Les semaines se suivent, les morts se succèdent, ça devient une spirale infernale. 5 morts et une vingtaine de blessés graves, c'est le bilan de cet accident survenu ce matin entre Thiadiaye et Sandiara. Abdourahmane Diallo pour les détails. Une longue file de véhicules stationnés sur la route nationale à hauteur de Faylar, un village situé entre Sandiara et Thiadiaye. Un accident vient de se produire ici vers 9h. Ce matin, aux environs de 9h03, on a été alerté pour un accident de la circulation routière à la sortie de Sandiara en allant vers Kaolack. Arrivé sur les lieux, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un dérapage suivi de renversement d'un bus qui quittait Dakar pour rallier Kaolack. Le bus se rendait à Kermadi dans la région de Kaolack. Le bilan de l'accident est lourd. On a eu 30 victimes, dont 22 graves et 8 légers. On a eu aussi malheureusement 5 corps sans vie. Donc le bilan vraiment c'est un bilan très lourd. Les 5 victimes sont toutes des dames. Les 4 étaient accompagnés de leurs bébés. Ces enfants sont parmi les blessés graves. Comportement des chauffeurs souvent décrié et à juste titre. Des fois, nous vous parlions la semaine dernière de la mort d'un enfant de 6 ans victime d'une course effrénée de 2 bus Tata. Comment comprendre cette pratique récurrente des cars rapides et des bus Tata? Maïmouna Ndiaye et Mohamed Djaïga. Il était un usager des bus Tata. Aujourd'hui, l'étudiant est retourné à la case de départ. Il prend 2 véhicules pour rentrer chez lui à Yeumbeul. Une alternative plus coûteuse, mais beaucoup plus reposante. Sur la route, ils ne sont pas disciplinés. Avec les clients, ils ne sont pas disciplinés. Ils ne sont pas à la hauteur. Des fois, tu entres dans un Tata, ils vont te dire le décalage horaire, c'est 15 minutes. Tu peux rester 20 minutes ou plus dans la voiture, ils ne vont pas démarrer, ils ne vont pas partir. Vous dites ça, c'est pas normal, ils vont dire nous, on est en train de travailler. Il n'est pas le seul. Cet ancien chauffeur, lui, continue de subir toutes ces tracasseries, n'ayant pas le choix. Les chauffeurs de bus Tata en sont bien conscients. Ils essaient toutefois de se justifier. Nous prenons des pas tous les 5 minutes. C'est ce qui est normalement prévu. Et à ce rythme, il est inévitable que les chauffeurs de la même ligne se croisent. Ce qui est à l'origine de tous ces accidents. Il faut que l'on revoie tout cela. Il faut qu'on copie la même gestion que les bus d'académique. C'est la solution à mon humble avis. Avoir un même garage, redéfinir les normes, revoir le statut des chauffeurs également. À quand la fin, les chauffeurs souhaitent pour leur part revoir leurs conditions de travail pour mieux répondre à la demande des usagers. Merci Maïmouna. Et puis le ministre de la Justice était chez les familles éplorées des défunts détenus de Rebeuss. Les familles ont reçu chacune 2 millions de francs CFA. Le garde des Sceaux assure par ailleurs le bon déroulement de l'enquête ouverte. Il a été accueilli par des parents encore déboussolés. Cheikh Diop, Diafaraba. Après la mort, les condoléances. Le ministre de la Justice, Malick Sall, est allé compatir avec les familles des détenus décédés à Rebeuss. Première étape, Tivaouane Peulh, chez Cheikh Ndiaye. Quelques minutes d'échange avec la famille direction Thiaroye. Ici, habité Babacar Mané,
l'autre victime de Rebeuss. Le ministre de la Justice, visage grave, présente ses condoléances. Il tenait à ce que je vienne partager la douleur des familles, leur faire part de la douleur du chef de l'État également. Une enveloppe de 2 millions de francs CFA remise à chaque famille. Le garde des Sceaux ne compte pas s'arrêter là. Inch'Allah, l'État, lui, moi, en tant que garde des Sceaux, nous serons là, Inch'Allah, en tant que de besoin, pour soutenir ces familles-là. En ce qui concerne l'enquête qui a été ouverte sur cette affaire et pour le détenu décédé à la MAC de Diourbel, Malick Sall ne veut plus payer mot. Je ne veux pas parler de l'enquête à ce niveau-là, s'il vous plaît. Les décès de détenus dans les prisons sénégalaises deviennent de plus en plus fréquents. Un incident grave qui a semé tristesse et désolation au sein des familles des victimes qui ont choqué tout simplement plus d'un Sénégalais. Et puis parlons de ce drame à Kaffrine, à Taïba. Une case tombe sur 6 membres d'une famille, 5 enfants et une femme âgée faisant des blessés graves. Pour rappel, 2 jeunes talibés sont morts noyés récemment alors qu'ils tentaient de traverser cette route. Après les fortes pluies d'hier, le pont a cédé à hauteur de Pathé Tchangai, rendant la circulation impossible sur cet axe, comme vous le voyez sur ces images. Dans les régions, à Sédhiou par exemple, il pleut des cordes depuis plus d'une semaine. La ville est complètement enregistre des inondations. 56 foyers sont fortement touchés, nous dit Bakary Konté. Sédhiou continue de recevoir de fortes pluies, des pluies qui ont créé des dégâts énormes dans toute la région, des maisons en banco par terre, l'évacuation des eaux pluviales, un véritable problème. Les populations très remontées contre l'ONAS et l'entreprise CSTP chargée des travaux de canalisation de la commune de Sédhiou. Vous voyez des maisons qui sont endommagées et ces problèmes-là aussi, vous voyez l'eau qui se stanque au niveau de ma maison, devant la maison là. C'est que si on vous donne un marché, si on ne peut pas le faire, alors mieux vaut laisser le travail. C'est mieux. Parce que vous risquez de causer beaucoup de dégâts, et des dégâts que vous voyez déjà là, et c'est très dur pour certains. Ce qui s'est arrivé à nos cohabitants, cela peut se produire chez tout un chacun. Et là, c'est anormal. Là, seulement, toute l'eau qui coule de Centre-Sous passe devant ma maison, devant les maisons qui sont là. Et vous voyez ici le canal qui est là, qui est à ciel ouvert. C'est un danger. Quand il pleut, nous sommes obligés de surveiller nos enfants. Donc nous lançons un appel à la municipalité et au gouvernement d'accélérer les travaux pour que vraiment que ce danger-là soit écarté. Parce que quand il pleut, les enfants peuvent tomber dans ce canal-là et on peut dénombrer des morts et on ne le souhaite pas. Au total, 56 maisons touchées. Le chef de cabinet du ministre-maire Abdoulaye Diop, Ousmane Mané, a visité les points critiques. J'apporte principalement le message du ministre pour dire que vraiment il compatit avec les populations. C'est dû un peu à un problème d'évacuation des eaux. Et l'entreprise qui est en train de faire la canalisation, qui se trouve être une entreprise dont les travaux ont été confiés par l'ONAS. Donc cette entreprise est en train de faire des canalisations, mais il y a un peu de retard par rapport à ce qui est en train de se faire dans le déroulement. Je lance un appel encore une fois de plus à cette entreprise pour qu'elle puisse vraiment relancer les travaux, redoubler d'efforts pour qu'effectivement ces problèmes d'inondation puissent être un vieux souvenir pour les populations. Une enveloppe d'1 milliard de francs CFA est mobilisée pour faire les canalisations de la ville de Sédhiou. Nous avons tenté de joindre les responsables de l'entreprise CSTP, mais nos efforts sont restés vains. Bakary, plusieurs villes du pays sont sous les eaux. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement reconnaît qu'il y a des problèmes, des dysfonctionnements dans le réseau. Toutefois, Lansana Gagné Sakho annonce la présence de 200 agents sur le terrain pour soulager les populations. Lansana Gagné Sakho était l'invité du 13h de TFM. Aujourd'hui, quand il pleut, vous avez les eaux qui partent 2-3 heures après dans certaines zones. Par contre, il y a d'autres endroits du pays, je parle de Dakar, où c'est un peu plus difficile. Quand vous prenez la banlieue, par exemple les Parcelles Assainies, c'est une zone sablonneuse. Le réflexe que l'on a tous quand il pleut, c'est de dire je vais ouvrir un regard pour que l'eau parte. Mais dans des zones comme ça, quand vous ouvrez le regard pour que l'eau parte, vous avez du sable. Et quand le sable rentre, ce que ça fait, c'est que ça piège l'eau et ça ne part plus. Et après, ça pose plus de dégâts. C'est à cet effet que nous appelons quand même les populations. Pendant les périodes de pluie, on comprend parfaitement que ça peut être difficile qu'on n'ouvre pas les regards.
L'ONAS met en permanence 200 personnes sur le terrain qui travaillent 24 heures sur 24. On a vu tout à l'heure à la télé les gens de Sédhiou se plaindre de la lenteur des travaux. On doit être estimer heureux qu'il y ait déjà des travaux parce qu'il n'y avait pas de travaux à Sédhiou, c'est exactement la même chose à Kaffrine. Ces travaux ont pris du retard et ça a impacté naturellement parce qu'on a voulu redimensionner les travaux pour prendre le plus grand nombre de populations. Touba, c'est des zones critiques qu'on prend. Et Touba, on avait souvent des problèmes, mais il y en a beaucoup moins cette année. Kaolack, nous avons un énorme programme de 15 milliards, mais on n'a pas attendu que ce programme se termine. Et c'est devenu maintenant un réflexe acquis pour beaucoup de Sénégalais, rester chez soi ou arriver très en retard au bureau quand il pleut ou il a plu la veille. Alors il est vrai, les intempéries affectent beaucoup les réseaux routiers, mais des fois, vous allez le voir, la pluie a bon dos. C'est un sujet de Koumba Matlo et Lamine Mandian qui étaient bien présents ce matin. Une matinée de travail pas du tout évidente pour Bailo. 11h30 et ce vendeur de café sert son premier client. La pluie et le mauvais temps sont passés par là. 11h. Quotidiennement, je prenais service à 8h. Mais aujourd'hui, j'ai été obligé de débuter à 11h. Avec un temps pareil, ce n'est pas du tout facile. En cet hivernage, les mauvaises conditions météorologiques perturbent toutes les activités. Les retards ainsi que les absences au travail sont très fréquents. Il y avait assez d'eau sur la route, mais bon, j'ai essayé de faire avec. Je devais y aller, c'est pour ça que je suis allé. Donc du coup, c'est pas la pluie qui va m'empêcher d'aller faire mes quotidiens et tout. Donc on n'avait pas le choix. C'est pas à cause de la pluie qu'on doit arrêter les quotidiens, parce que la pluie c'est un truc normal. Si on va arrêter genre, les quotidiens à cause de la pluie, ça n'a pas de sens en fait. Pour ces Sénégalais, le mauvais temps ne peut aucunement excuser une absence. Quand on est salarié, il faut toujours respecter les horaires de travail, quel que soit le temps qu'il fait. Moi je suis étudiant, donc là j'étais obligé d'aller à l'école pour suivre les cours parce que j'ai besoin des cours pour pouvoir travailler demain. Donc du coup c'était obligatoire, c'était pas un truc... J'avais pas le choix en fait. Le mois de septembre, le mois le plus pluvieux à Dakar, il faudrait nécessairement s'adapter pour ne pas remplir son carnet d'absence. Merci Koumba. Et puis parlons maintenant de la rationalisation des dépenses publiques. Le président de la République coupe les lignes téléphoniques mobiles des agents de l'État. Après les téléphones portables, les lignes fixes, le carburant, l'eau et l'électricité seront également réduits d'après un communiqué du secrétariat général du gouvernement. Des membres des mesures de restriction pour économiser de l'argent et prendre en charge certains besoins de la population. Récit Aminata Maresso. Le président de la République met en exécution son plan de réduction du train de vie de l'État. La mesure de supprimer les lignes téléphoniques sur les portables est entrée en vigueur ce 1er septembre 2019. À travers un communiqué publié ce 2 septembre, les détails des mesures de restriction sur les lignes téléphoniques mobiles. Avec la suppression de tous les appels sortants, seuls les appels entrants sont maintenus jusqu'au 30 septembre 2019. Avant que les lignes soient intégralement résiliées, une allocution forfaitaire a été déjà intégrée dans les salaires du mois d'août. Pour certains ayants droit, c'est le cas pour les agents du ministère des Forces armées. Des enveloppes financières ont été accordées pour la prise en charge des dépenses. Pour le président de la République, les économies tirées de ces restrictions serviront à la prise en charge effective de certains besoins de la population relative entre autres à la santé, à l'éducation, à la formation professionnelle entre autres. Après les lignes téléphoniques sur les portables, l'eau, l'électricité, les véhicules accordés à certains agents de l'État seront également revus à la baisse. Et pourtant, depuis son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall avait fait de la rationalisation des dépenses publiques son slogan. Avec cette mesure de restriction sur les lignes téléphoniques mobiles, un pas franchi par le chef du gouvernement. Nata, depuis hier, vous l'avez dit, les détenteurs de lignes à la charge de l'État ne peuvent plus émettre, mais ils continueront de recevoir des appels jusqu'à la fin de ce mois de septembre. Mais la mesure sera-t-elle significative? Nous avons posé la question à des économistes, contraintes et avantages d'une telle mesure. Maguette Soare-Diallo et Lamine Mandiang. Une réduction du train de vie de l'État promise et tenue par le président Macky Sall. La restriction de l'abonnement des fonctionnaires auprès des opérateurs de téléphonie mobile est une énième mesure prise par le chef de l'État, un acte salué par ses partisans. Entre 2014 et 2018, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 5,6%. Et cela
a été rendu possible grâce aux mesures qui ont été prises. Et les voitures de fonction, mais ça, c'est s'attaquer à une coutume de l'administration sénégalaise. Et ça, ce n'est que le président de la République qui peut le prendre. Une telle mesure doit être minutieusement réfléchie. Je pense que serait plus intéressant que l'étude, que cette décision en fait soit soutenue par une étude sérieuse. Et l'étude doit être publiée pour qu'on puisse voir le président qui prend des décisions sans pour autant publier le soubassement de cette décision. Mais pour le coordonnateur du PRODAC, l'État gagnerait plus d'argent pour l'injecter dans d'autres projets. Il y a des projets de développement, des projets pour l'émergence, tels que, comme vous l'avez dit, le TER, les autorités à péage et tout. Et on est en train de prendre ces mesures-là pour pouvoir financer ces projets. Cette mesure n'est pas la seule. D'autres seront prises bientôt par le président de la République, soutient l'économiste et coordonnateur de la paire. Merci Maguette. L'actualité politique, c'est aussi la crise qui secoue le parti PUR. L'analyste politique Momar Diong voit en cette querelle une absence de démocratie dans certaines formations politiques sénégalaises. Le politologue souligne d'ailleurs des similitudes entre le PUR et le Parti démocratique sénégalais, aussi frappé par une crise interne. Mamadou Fall et Lamine Mandjang. Le PUR en désillusion. Ayant une percée fulgurante aux élections législatives et présidentielles, le parti du guide de Moucharchidine est secoué par une crise interne. Une crise qui s'explique. La relation entre Issa Sall, qui a été le candidat du PUR à la dernière élection présidentielle, et Seigne Moustapha Sassi, qui se trouve être le responsable numéro 1 du parti, mais aussi le responsable moral du mouvement Moustarchidine Wal Moussa Dadi. Ces relations ont commencé à se distendre avant même l'élection présidentielle. Sans dire qu'il était ouvertement opposé à la candidature de M. Issa Sall, il m'a semblé que Seigne Moustapha Sy n'était pas très emballé par cette candidature et qu'il a dû même traîner des pieds pour apporter son onction à cette candidature. À partir de ce moment-là, je crois que les relations avaient commencé à se distendre. Selon l'analyste politique, le PUR est à l'image des autres formations politiques où la démocratie n'est que verticale. Ce qui se passe au niveau du PDS et ce qui se passe au niveau du PUR renseigne tout simplement sur l'absence de démocratie au niveau du parti, des partis politiques. Et c'est valable pour tous les partis, y compris même les partis de gauche, y compris également les partis qui ont été au pouvoir. Le Parti socialiste, le PDS, aujourd'hui la paire, tous ces partis-là ont voulu, sous un bel euphémisme qu'on appelle centralisme démocratique, donner l'impression qu'il y a une démocratie interne. Mais non, il n'y a jamais de démocratie interne dans ces partis. Cependant, Momar Diong avertit Issa Sall, la rébellion ne sert à rien. S'il veut sonner la rébellion, en faisant comme les Omar Sarr, c'est-à-dire en sonnant la rébellion à l'intérieur du parti, je ne crois pas que ça puisse tirer à conséquence pour la marche et le bon fonctionnement du parti. Je crois que la personne qui est prépondérante au niveau de ce parti-là, comme malheureusement au niveau de tous les partis politiques au Sénégal, c'est celle du premier responsable qui se trouve être ici, c'est le Moustapha Sy. Le PUR s'adresse un chemin sombre à l'approche des élections locales et législatives. D'ailleurs, le poste du secrétaire général a été supprimé, nous dit-on. Et on va continuer de parler de cette querelle au PUR avec Cheikh Ahmed Tidiane Sarr qui sera tout à l'heure l'invité de Soir d'Info avec Pape Djibril et Aram Touré. Disparition et accident des pêcheurs artisanaux. Les ministères des Pêches optent pour la géolocalisation pour enrayer le phénomène. Un nouvel appareil de géolocalisation multifonctionnel a été présenté aux responsables du ministère à travers un atelier de démonstration et de partage. Ousseynou Cham, Ahmadou Bambassamba. Comment faire pour limiter les pertes en vies humaines et les cas d'accidents chez les pêcheurs artisanaux en mer? Tel est l'objectif de l'atelier de démonstration des appareils de géolocalisation pour la navigation à haute mer. Une rencontre qui a réuni acteurs et responsables du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Cette rencontre rentre dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, visant à renforcer la sécurité en mer de nos pêcheurs et la protection de leurs outils de travail, donc de leurs outils de production. Cette préoccupation majeure, placée au cœur de ces orientations, justifie notre présence à cette réunion
dont l'objectif est de trouver une réponse appropriée aux accidents en mer des pêcheurs artisans. Un appareil déjà testé qui pourrait être une réponse au nombreux cas d'accidents en mer selon les pêcheurs. J'ai eu l'honneur d'être le premier pêcheur sénégalais à tester cet appareil de marque Touraya. Un appareil très sophistiqué, voir sa multifonctionnalité GPS, téléphone satellitaire, en même temps géolocalisation. Qui parle de géolocalisation parle de sécurité en mer. Un problème que nous avons de pleurer n'importe où, nous avons lancé des appels partout dans le monde, partout dans le pays, pour que vraiment l'État nous vienne en aide sur ce problème-là, qui est le problème de sécurité en mer. Cas de détresse dans la mer, vous pouvez appeler chez vous, ou bien appeler la surveillance, ou bien appeler la DPSP. Pour qu'ils vous viennent en aide. Pour ces acteurs qui s'impatientent d'acquérir ces appareils, il faut nécessairement un accompagnement de l'État afin de doter aux pêcheurs cet outil de géolocalisation multifonctionnel. Merci Ousseynou. Et puis les cas de violence faites aux femmes se multiplient au Sénégal entre 2018 et 2019. Le nombre de cas enregistrés à travers quelques boutiques dans le pays dépasse les 1500 selon l'association des juristes sénégalaises. L'association indignée par ailleurs cherche à multiplier ces boutiques dans des régions comme Diourbel où nous allons retrouver Babacar Diouf. Ce sont près de 2000 cas de violence faites aux femmes qui ont été enregistrés à travers les quelques boutiques de droit implantées au Sénégal. L'association des femmes juristes s'en émeut. Remarquez en tout cas qu'au sein de nos boutiques, nos statistiques de janvier 2018 à février 2019 étaient de 1992 cas de violence, dont 992 cas de violence sexuelle. Et donc ça, ces chiffres nous ont interpellés pour faire une sensibilisation, en tout cas dans les régions d'implémentation de nos boutiques de droit pour parler de ces thématiques. Malgré l'importance du nombre de cas, la part de Diourbel n'est pas très significative puisque la région ne dispose pas de boutiques, une donne qu'il faut changer. C'est l'occasion aussi pour nous, pour l'association des juristes sénégalaises, de faire un plaidoyer auprès des autorités administratives pour l'obtention, en tout cas d'un local pour abriter la boutique de droit de Diourbel. À travers un forum de sensibilisation, autorités judiciaires, religieuses, politiques et administratives ont écouté les populations pour une meilleure prise en charge de la question liée à la violence dans la région. Merci Babacar. Il est connu pour ses structures, pour ses sculptures métalliques. Djibril Diop, artiste plasticien, présenté comme un as du métal, un amoureux du fer qu'il transforme en chef-d'œuvre. Nos équipes sont parties à sa rencontre au Village des Arts. Aïssatou Paye et Gervais Yao. Djibril Diop taquine. Djibril Diop sculpte le métal. Des courbes, des formes géométriques. Parfois, il joue même de l'orgue dans cet atelier. Il y avait l'orgue qui jouait constamment les week-ends. Alors je me suis dit que moi, il fallait que je fasse un instrument pour me faire plaisir. Alors c'est quand je suis venu, j'ai réalisé cet instrument-là pour me faire plaisir. Des sculptures musicales, il passe à la danse et à la chorégraphie. Deux aspects à différencier pour cet amoureux de l'art. La chorégraphie, il y a le maître qui est là, qui vous dit que quand on fait ça, quand vous entendez tel bruit, c'est comme ça qu'il faut agir. Or, la danse, elle est émotionnelle. Quand vous êtes là, vous écoutez la musique, ça vous plaît, vous balancez les pieds, vous balancez la tête. Donc, je dis que chez nous, la danse, elle est beaucoup plus émotive, elle est beaucoup plus réelle que la chorégraphie. Il pense et vit son art comme le vivait Joachim. Il essaie même de le représenter à sa manière. L'impression de voir sa silhouette, plus ou moins. Alors j'ai taquiné un peu le métal avec ses rastas, un peu ses binocles. Voilà. Et la démarche un peu? Oui, la démarche un peu dandinante, si vous voulez. Voilà. Voilà. Une icône de l'art. Il s'était donné corps et âme. Et il faisait tout pour les arts et les artistes. Djibril Diop n'en finit pas. Il taquine même les tailleurs. Et comme eux, il coud avec ses doigts en sculptant le métal. Et surgit alors des formes ayant tout un sens.
Merci beaucoup Aïssatou. Et puis l'actualité internationale en 4 points essentiels, notamment le verdict du tribunal militaire de Ouagadougou dans le procès du coup d'État manqué de 2015, l'effondrement d'un immeuble à Bamako, les corps de 6 touristes et leurs guides retrouvés à Nairobi après avoir été emportés par des eaux pluviales. Enfin, les dégâts de l'ouragan Dorian qui frappe le Bahamas, récit Daniel Diouf. Le tribunal militaire de Ouagadougou a rendu son verdict ce lundi dans le procès du coup d'État manqué de 2015. Le verdict marque l'épilogue dans long feuilleton judiciaire. Le général Gilbert Diendéré, ex-bras droit de l'ancien président Blaise Compaoré, reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures et incitation à commettre des actes d'indiscipline. Il est condamné à 20 ans de prison ferme. Le général Djibril Bassolé, lui, écope de 10 ans de prison ferme pour trahison. Quant aux membres du commando qui a procédé à l'arrestation et à la séquestration des autorités de la transition, ils ont écopé de 15 à 19 ans de prison. Une dizaine de personnes, parmi lesquelles des civils, ont été acquittés et tous les condamnés perdent leurs différentes décorations. Au Mali, c'est un immeuble qui s'est effondré dans le quartier Bankoni Salembougou de Bamako dans la nuit de dimanche à lundi. Le bilan est lourd, 15 cas de décès. Le gouverneur de la ville de Bamako affirme que le propriétaire du bâtiment n'avait pas obtenu d'autorisation officielle de construction. L'immeuble inachevé abritait quelques dizaines de personnes. Ce lundi, sur les décombres de l'immeuble, des civils ont procédé à la recherche d'éventuels survivants. Et puis, au Kenya, les corps de 6 des 7 victimes emportées par des crues dimanche dans des gorges du parc national Hell's Gate ont été retrouvés. Il s'agit de touristes et de leurs guides. C'est ce qu'ont annoncé ce lundi les autorités kenyanes. Un touriste et un corps porté disparu, a indiqué sur Twitter le service kényan de la faune sauvage qui gère ce parc situé à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale kenyane, Nairobi. Enfin, l'ouragan de catégorie 5 dénommé Dorian a durement frappé dimanche en milieu de journée les îles Abacos dans le nord-ouest des Bahamas avec des pluies torrentielles et des vents frôlant les 300 km/h. Quelques 13 000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites selon la Croix-Rouge. Le cyclone poursuit sa trajectoire vers les États-Unis où les autorités ont ordonné l'évacuation préventive de centaines de milliers de personnes dans les États côtiers, notamment en Caroline du Sud et en Géorgie. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition. L'info continue dans Soir d'info avec Aram Touré. C'est à toi, c'est parti. Merci beaucoup.